Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous revenons sur les défis et opportunités du bambou en République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Franck Iragui. C'est la énième fois que nous le recevons sur ce plateau pour parler exclusivement bambou. Le bambou, vous savez, c'est une plante négligée en RDC, mais qui offre autant d'opportunités. Nous allons en parler et nous allons essayer de relever le défi. Pourquoi on ne parvient toujours pas à capitaliser la culture du bambou en République démocratique du Congo. Monsieur Franck Iragui, bonjour. Bonjour, Monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à la RTNC qui nous fait toujours plaisir en nous accueillant sur ces plateaux. Il y a de cela plus de 3 ans que nous sommes ensemble avec vous, avec la RTNCD, pour essayer de faire passer les messages sur les usages et utilités du bambou en République démocratique du Congo. Usage et utilité du bambou. Mais la première question est la toute petite, c'est de savoir les bambous, c'est quoi? Avant de répondre, je vais, au nom de l'Organisation congolaise du bambou, dont je suis directeur exécutif, remercier encore une fois la RTNCD qui nous accompagne à chaque fois que nous voulons passer les messages sur les bambous. C'est une chaîne vraiment qui est suivie de partout. Et nous avions toujours reçu le feedback de nos téléspectateurs, que je salue en passant, par rapport à la qualité de l'émission que vous réalisez. Donc, à travers vous, nous voulons d'abord remercier la RTNCD. Merci. Et du coup, comme vous l'avez dit, le bambou, c'est une plante, c'est de la famille Apoacées. C'est la plante qui a vraiment la croissance, la plante qui est la croissance la plus rapide au monde, et une plante qui s'adapte à tous les climats, à tous les types de sols, même les sols les plus pauvres, tout ça, qui pousse aussi d'une manière naturelle partout dans le monde, mais malheureusement dont les usages, les vertus sont fortement négligés à travers la République démocratique du Congo. Donc on peut déjà comprendre que c'est Dieu qui donne les bambous dans des différents pays. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que même au bombardement Hiroshima et Nagasaki, le bambou a été la seule espèce forestière qui a pu résister. Voilà, donc je dirais que c'est un don de Dieu, tout a été créé par Dieu. Et le bambou aujourd'hui peut être interprété d'une manière ou d'une autre, même sur les plans spirituels. J'ai lu un ouvrage qui parlait sur les bambous et la spiritualité. Donc pour nous, nous avons... au-delà de tout ce que nous avons comme ressources forestières, nous avons aussi les bambous que Dieu nous a donnés, mais qu'on doit maintenant apprendre à utiliser. Donc le bambou est en RDC, mais on ne l'utilise pas comme il se doit. C'est ça les grands défis. C'est ça même le défi, oui. Les défis, les grands défis. Voilà, le bambou est là. Nous sommes assis sur une mine d'or. Pas d'or, on l'appelle déjà l'or vert. L'or vert, on l'a appelé autrement les bois de pauvres, vraiment aujourd'hui. Et l'appelait déjà or vert parce que le bambou à lui seul, il a déjà plus de 10 000 usages. Comme je l'avais dit dans les précédentes émissions que j'avais avec vous, 10 000 usages, donc c'est beaucoup plus que l'or noir que nous appelons le pétrole aujourd'hui. Donc, mais il faut quand même que les communautés, que toute la population, l'opinion nationale et locale sachent quels sont les avantages que les bambous peuvent apporter dans le cadre de leur développement socio-économique et environnemental. Les bambous, voilà. Ça, c'est bien dit. La fois passée, on a parlé de bambou. Une émission, 2 émissions, 3 émissions, on a parlé de bambou. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que le message est passé? Est-ce qu'au niveau du gouvernement, on a pris quand même les choses en main pour capitaliser la culture du bambou?
Monsieur Gustave, vous êtes témoin de la manière dont nous avions, moi personnellement, à travers l'organisation congolaise du bambou, amorcé le processus, donc sollicité de la RDC ou de notre gouvernement, qu'il sollicite aussi l'adhésion de la RDC à ce qu'on appelle INBAR, donc entre parenthèses, les réseaux internationaux pour les bambous et les rotans, afin que les pays puissent aussi tirer, n'est-ce pas, profit de cette ressource qu'elle regorge, d'autant plus que nous avons déjà une organisation internationale qui régit déjà les bambous et ce sont les États qui adhèrent. Nous avions mené vraiment ce processus depuis 2017. Nous avions pas mal écrit des correspondances, mais il est arrivé à un certain moment où nous avions vu qu'il y a eu une ouverture politique, il y a eu une volonté politique. Et donc aujourd'hui, peut-être au cours de cette émission, nous allons devoir décortiquer, dévoiler avec vous les grandes réalisations, la grande réalisation, je dirais, qui a été faite parce que au niveau gouvernemental, je dirais même au plus haut niveau de la primature, le Premier ministre lui-même a pris la décision, vraiment a donné son avis favorable en inscrivant les ministères sectoriels qui suivent ces dossiers d'adhésion, notamment le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui a été hissé au rang de la vice-primature, pour qu'ils mettent tout en œuvre pour que les pays soient effectivement membres au réseau international du bambou et du rotan. Donc je dirais que c'est vraiment une grande réalisation, mais aussi et surtout, comme je vous aviez parlé la fois passée, nous avions travaillé avec la FAO pour essayer de doter les pays d'un document de politique nationale bambou. C'est un document que nous avions eu l'honneur de travailler là-dessus avec des ministères sectoriels, notamment le ministère de l'Agriculture à travers le programme national bambou que chapeaute M. Gina Chilolo. Nous sommes parvenus quand même à doter les pays d'une politique nationale bambou. Je pense que c'est tombé au moment opportun parce qu'aujourd'hui, si les pays adhéraient déjà au niveau de l'INBAR, on n'aura plus vraiment à chercher des documents ou à éparpiller nos efforts parce que nous avons déjà un document structurant qui donne les grands axes et qui définit d'une manière claire les grands aspects auxquels, n'est-ce pas, les interventions liées à la promotion du bambou pourraient être déployées au niveau de notre pays. Donc déjà, avoir une politique nationale bambou, c'est déjà quelque chose, n'est-ce pas, de salutaire, mais aussi avoir déjà l'avis favorable du Premier ministre lui-même qui a instruit son vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, du Développement durable, de faire en sorte que les pays adhèrent au niveau des INBAR. On ne peut qu'applaudir, c'est le résultat d'un plaidoyer que nous avions mené. Donc jusque-là, ce sont les démarches sur le plan politique qui semblent avoir un pas d'avance. Mais sur le plan concret, qu'est-ce qui est fait? Parce que je m'attendais en posant cette question, que vous me disiez qu'il y a déjà autant d'hectares de bambou conservés ou autant d'hectares de bambou en exploitation ou un grand travail de sensibilisation des paysans à gauche, à droite, pour pouvoir capitaliser la culture, la conservation, l'exploitation du bambou. Monsieur les journalistes, comme je l'avais dit ici, la RTNC a été un créneau communicationnel qui a permis à certaines personnes, à certaines communautés, à certains leaders, à certains hommes politiques et femmes politiques, de s'approprier quand même sur le processus, disons, sur les bambous. Je l'ai dit, nous avons beaucoup de ressources dans notre pays, mais c'est à peine que nous faisons passer déjà les messages sur les bambous. Et du coup, il y a déjà cet intéressement, donc les gens commencent à s'intéresser progressivement par rapport à cette culture. Parce que, je l'avais dit, nous avions expérimenté par exemple dans 4 provinces. Il y a la province du Sankourou dans les territoires de Lomela, il y a la ville de Kikwit dans les Kwilu, il y a la ville de Kananga et la ville de Chikapa, où nous avions eu à créer des forêts de bambou pour essayer d'expérimenter la multiplication. Oui. Ouais. Mais c'était l'idée de voir de la manière dont on pourrait expérimenter la multiplication végétative des bambous. Donc c'est quelque chose qui a été fait et qui nous a quand même permis, n'est-ce pas, de pouvoir au moins planter 85 000 plants de bambou. Donc pour nous, ça a 85 000 plants de bambou. Je sais que ce n'est pas énorme, mais l'idée était de voir comment, avec les méthodes beaucoup plus
traditionnels, on peut parvenir à multiplier les bambous, surtout dans les zones qui sont victimes, n'est-ce pas, des cas d'érosion. Donc, ce sont des sols très érodés. Par exemple, je vois la province du Kasaï, disons l'espace Kasaï. Ce sont vraiment des terres très érodées qui sont souvent victimes n'est-ce pas, des cas d'érosion. Alors donc, pour nous, c'était d'abord de voir comment on peut expérimenter ça. Et je peux dire pour nous que c'est une réalisation qui a été faite. Et la communication qui passe aujourd'hui, du jour au lendemain, nous essayons quand même de déployer notre énergie pour faire en sorte que quand même les bambous puissent avoir un écho. Malheureusement, on n'a pas eu l'intérêt des personnes ou déjà des organisations, des personnes physiques ou morales qui pouvaient ou déjà qui doivent nous accompagner dans ce processus. Je sais qu'il y a toute une panoplie des organisations qui travaillent sur la thématique climatique, mais malheureusement, les bambous jusque-là n'ont pas encore attiré beaucoup plus d'attention de la part de ceux qui peuvent aider à mieux faire en sorte que les bambous soient connus, soit, disons, la promotion, ainsi de suite. Mais on peut noter qu'il y a déjà cette volonté politique, et je sais déjà que l'adhésion de la RDC au niveau d'INBAR pourra déjà influencer certaines organisations, certains partenaires qui travaillent sur la thématique, à devoir, n'est-ce pas, apporter un paquet dans le cas de la promotion du bambou, surtout comme le président lui-même fait vraiment de la protection de l'environnement un cheval de bataille. Le bambou à lui seul séquestre déjà 2 fois plus de dioxyde de carbone que les forêts naturelles. Le président a dit que lors de la COP26 qui va se tenir, je pense, ici, d'ici le mois de novembre, il a dit que la RDC devrait tirer profit, n'est-ce pas, de ces forêts. Et ces forêts, quand on dit on doit tirer profit, on essaie de voir la masse ou déjà la quantité de CO2, donc le dioxyde de carbone qu'un pays absorbe. Et nous, avec les bambous, déjà à 2 fois plus, disons, la quantité qu'elle observe par rapport aux forêts naturelles. Vous aviez voyagé, je pense, dans les Maniema, partout. Vous allez à Tchopo, vous allez dans les Touris, vous allez dans les Kivu, vous allez presque partout, il y a des bambous qui poussent naturellement et qui génèrent le dioxyde de carbone. Pourquoi ne pas capitaliser sur ces bambous pour faire en sorte que les bambous puissent aussi contribuer aussi à pouvoir augmenter peut-être l'enveloppe sur les marchés carbone de la République démocratique du Congo. Donc, on peut comprendre que si on met en œuvre la politique que vous avez élaborée pour la culture du bambou, on ne peut pas avoir les problèmes de type réchauffement climatique en RDC. Et effectivement, parce que les bambous d'art, je vous informe qu'il intervient directement dans la réalisation des 8 ODD, donc les objectifs de développement durable. Déjà, dans la politique, nous avions pris des piliers qui vont permettre à ce que vraiment les bambous puissent en soi jouer un rôle dans le cadre, n'est-ce pas, d'atteinte de ces ODD. Je prends par exemple l'ODD 7 qui est relative à l'énergie. Saviez-vous que nous avions mené, toujours avec l'ISP Tekin, une étude comparative pour essayer de comparer les pouvoirs calorifiques du charbon de bambou par rapport au charbon de bois. Et les études ont été concluantes et on a relevé que les bambous avaient un pouvoir calorifique plus élevé que les charbons de bambou. Donc, dans le cadre du réchauffement climatique, parce que nous avons d'abord les moteurs de la déforestation en RDC, effectivement, il y a l'agriculture itinérante sur roulis, mais à part ça, il y a aussi la commission déjà des bois industriels, disons la coupe des bois industriels, l'artisanal, mais aussi la carbonisation. Parce que vous saviez, ici, la grande ville, comme à Kisangani et à Goma, les communautés ou déjà les ménages, au moins à 90, disons à 85%, ils utilisent les charbons de bois. Donc, du coup, promouvoir les bambous dans le cadre, n'est-ce pas, de pouvoir atténuer cela, c'est-à-dire quoi? On crée une alternative qui va créer, n'est-ce pas, qui va remplacer, peut-être pas remplacer totalement, mais essayer déjà de réduire l'exploitation forestière, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les charbons de bambou. Ça va déjà arriver à atténuer déjà la pression qui est exercée sur les forêts. Et j'ai dit, par rapport déjà à l'environnement, j'ai dit que notre pays a adhéré dans beaucoup, disons, et déjà a signé beaucoup des accords, il est déjà dans beaucoup de processus, comme déjà la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation. C'est ce processus dans lequel la RDC s'est plongée dedans il y a de cela environ 11 ans, parce que c'est depuis 2011, c'est depuis 2009, et en 2012, on s'est doté d'une stratégie nationale cadre REDS+. Les bambous, avec son pouvoir de séquestration de carbone, va à la fois contribuer
à l'adaptation et à l'atténuation, n'est-ce pas, du changement climatique dans notre pays avec son pouvoir de séquestration de carbone, mais aussi au-delà de ça, avec d'autres applications qu'il a D'autres dans la vertus, biodiversité et ainsi de suite. on va en arriver. Alors, je voudrais encore poser cette question parce que vous avez dit qu'à Chikapa et dans le Sankourou, vous avez planté plus de 85 000 bambous. Et vous avez dit au début ici que c'est une plante qui croît de manière très rapide au monde. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que ce que vous avez planté, ça a répondu à cette réalité? Et puis, la multiplication, vous avez dit, ça s'est multiplié. Est-ce que ça s'est multiplié? Et est-ce que les érosions, parce que vous avez dit, ce sont des provinces qui ont beaucoup d'érosion, est-ce que les érosions ont été stoppées, arrêtées avec ces différents bambous que vous avez plantés? Je vais d'abord clarifier en disant que les 85 000 hectares ont été plantés dans 4 provinces, donc ce n'était pas tout simplement dans des provinces, mais aussi c'était une phase expérimentale, mais nous avions adopté une approche participative et communautaire. C'est-à-dire quoi? L'idée pour nous était de renforcer les capacités, donc capaciter les communautés et même à être résilients face au phénomène d'érosion. Donc c'est avec les communautés qui ont été sélectionnées, avec eux nous avions travaillé pour essayer de faire des pépinières de bambou. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes contents parce que ce sont eux-mêmes qui ont fait. Nous sommes venus avec la technicité, on les a appris comment faire, comment aménager une pépinière de bambou. Ça a été fait parce que déjà dans 4 mois, un plant de bambou peut déjà être disposé à être transplanté. Donc, nous en avions, malheureusement, ce n'était pas vraiment des grandes quantités, mais ce qui est vrai, nous avions constaté, juste après la mise en terre de ces plants de bambou, que les taux de germination étaient au moins à 95%. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous avons en face de nous une alternative, n'est-ce pas, à ces problèmes d'érosion, mais qui nécessite encore une attention particulière des différentes parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement qui est là, n'est-ce pas, qui doit aussi prendre ses responsabilités pour aider, n'est-ce pas, pour essayer d'endiguer déjà ces problèmes d'érosion progressive qui est, parce que moi je sais qu'il y a pas mal de fonds colossaux qui ont été alloués pour lutter contre l'érosion, mais à un certain moment, les résultats aussi n'ont pas été concluants. Mais le bambou qui est une ressource, n'est-ce pas, moins, disons, qui ne coûte pas, moins coûteux, ouais. Pour nous, c'était une question plutôt de pouvoir stimuler la volonté des uns et des autres pour qu'ils voient quand même qu'il y a ceci, qu'il y a cela. C'est pour cela aujourd'hui, la FAO continue à appuyer les initiatives bambou. Je dirais même que c'est la seule organisation pour le moment qui est intéressés par rapport à ça. Mais l'idée, c'était une méthodologie pédagogique, n'est-ce pas, pour essayer d'amener les autres, n'est-ce pas, à faire ce qu'on pourrait déjà faire ensemble. Donc, j'espère que les résultats ont été concluants parce que déjà, avec les taux de germination en lui-même, déjà, c'était déjà quelque chose de positif. Voilà. Et donc, nous comptons peut-être voir comment on va maintenant les faire à grande échelle parce que nous nous apprêtons aussi de saisir les partenaires techniques et financiers, pourquoi pas les gouvernements, pour envisager un large projet de lutte contre l'érosion avec les bambous. D'accord. À part la lutte anti-érosive, est-ce qu'il y a d'autres vertus du bambou? Ici, cette question, vous avez parlé un peu déjà des vertus, des bienfaits. Je voudrais que vous soyez beaucoup plus explicite. Lorsqu'on dit par exemple que les bambous protègent les ressources naturelles, les bambous protègent les sols, les bambous luttent contre la pauvreté, ce sont quelques vertus du bambou. Est-ce que vous pouvez montrer à ceux qui nous suivent que avec le bambou, voilà comment les sols sont protégés, voilà comment les ressources naturelles sont protégées, voilà comment avec le bambou on peut lutter contre la pauvreté. Ce sont des défis énormes qui sont devant de nous. Déjà, on a parlé des cas d'érosion, ça nous mettons à part, nous mettons à côté. Donc, comme on l'avait dit, les bambous, c'est plus de 10 000 usages.
Et peut-être que si nous ne pouvons pas nous permettre de tout citer, mais essayer vraiment de voir en ce qui nous concerne, parce qu'on doit adapter la réalité des bambous dans notre pays par rapport à d'autres pays. La Chine, par exemple, je sais qu'en 2019, ils ont fait utiliser, ils ont créé 20 millions d'emplois, ne fût-ce qu'avec les bambous. 20 millions d'emplois. 20 millions d'emplois. En Chine. En Chine. Là, je parle déjà de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on peut dire déjà, ça peut déjà contribuer déjà au développement socio-économique, parce qu'aujourd'hui, je te dis, il y a des choses qui sont faites en bambou, il y a des chaises en bambou, il y a des meubles en bambou. D'ailleurs, je vous informe déjà qu'à Yangambi, à Kisangani, il y a un projet de CIFOR qui est financé par l'Union européenne. On essaie d'encadrer disons, les paysans qui vivent autour de la réserve de la biosphère de Yangambi, n'est-ce pas, pour faire en sorte que les bambous soient réellement une valeur économique à l'avantage de ces communautés-là. Aujourd'hui, nous avons vu des images, il y a des images qui existent, il y a toute une équipe qui a Yangambi qui travaille sur ces thématiques, et nous avions vu des meubles qui sont sortis de Yangambi. Le meuble, donc j'ai vu des chaises, j'ai vu des tables, fabriquées en RDC à Yangambi dans la province de la Chopo. Quand vous allez vers Isangui, je pense que vous y avez été un jour, il y a aussi énormément du bambou. Ouais. Et ils ont dit, OK, et donc ces communautés à tirer profit, n'est-ce pas, de ces bambous. Aujourd'hui, ils travaillent, ils commercialisent déjà des meubles en bambou. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider vraiment à lutter, contre la pauvreté, mais aussi et surtout à pouvoir augmenter un peu le pouvoir d'achat de ces communautés. Parce que d'ailleurs, les bambous, c'est une ressource inépuisable. Les bambous, plus vous coupez, plus ça pousse. Donc aujourd'hui, ils ont cette ressource-là qu'ils peuvent déjà exploiter et voir comment ils peuvent créer des emplois et des ressources, des ressources économiques. Nous avions, par exemple, dans des supermarchés, je l'ai déjà dit, aller dans des supermarchés ici, vous allez vous rendre compte que si vous achetez, par exemple, les 10 paquets de kirdan, vous allez vous rendre compte que au moins 9 sur les 10 paquets de bambou que vous, disons des paquets de kirdan que vous achetez, 10, c'est fabriqué à partir du bambou. Nous avons des bambous ici, mais nous ne fabriquons pas. Nous ne fabriquons rien. C'est ça le problème. Nous parlons par exemple de la biodiversité. Savez-vous aujourd'hui que les pandas se nourrissent, disons, des pousses de bambou. Les pandas se nourrissent des pousses de bambou. Nous avons aussi les gorilles des montagnes, se nourrissent aussi des pousses de bambou. Et là, tu vas être d'accord avec moi que la présence, n'est-ce pas, des bambouseraies ou des bambous dans les parcs nationaux de Kahuzi-Biega, c'est aussi un habitat, à la fois un habitat pour les gorilles des montagnes, mais aussi dans la route déjà, parce que ça se nourrit aussi de ces pousses de bambou-là. Et donc, ça nous aide déjà à préserver déjà la biodiversité. Mais aussi, et surtout, d'ailleurs, je suis venu avec, si vous permettez, ça c'est la tisane de bambou. On a écrit ici anti-vieillissement, reminéralisant, hypoglycémia, donc antispasmodique. Ça, c'est fait à base du bambou. Donc, même sur le plan médicinal, on peut utiliser les bambous. Effectivement, je vous ai dit que nous avons plusieurs vertus avec le bambou. Déjà, quand vous avez déjà cette tisane ici, nous l'avions fait, non pas pour commercialiser, mais ça, c'est pour montrer aux uns aux autres qu'avec les bambous, qui poussent naturellement et dont la RDC regorge en quantité dans les différents villages. Effectivement, parce que quand vous voyez même l'image qui est là, les bambous qui est là, c'est les bambous vulgaris que nous avons ici chez nous. Donc, allez-y voir que déjà avec ça, nous l'avions fait pour essayer d'expérimenter. Ça a été fait. C'est fait au Congo, chez nous? Nous l'avions fait au Cameroun parce qu'ici, nous n'avons pas de... Parce que le Cameroun est déjà membre d'INBAR et INBAR a formé les artisans, disons les artisans au niveau du Cameroun dans le cadre de la transformation du bambou. Et voilà pourquoi nous insistons pour faire en sorte que notre pays aussi puisse adhérer. Je vous informe qu'il y a même, en ce moment précis, une formation qui s'est fait au Cameroun dans le cadre de la transformation du bambou. Donc, comment faire la tisane du bambou à base du bambou, comment fabriquer les kirdans avec les bambous, comment faire les makala ou les charbons de bois avec les bambous. Voilà pourquoi nous insistons, c'est une réalité qui est vivante désormais, et c'est de voir aussi comment nous pouvons tirer profit de cela.
Moi, j'ai eu à voyager dans plusieurs pays, disons dans plusieurs provinces de notre pays. J'ai eu à découvrir des d'énormes ressources en bambou que nous avons. Nous avions par exemple trouvé ici chez nous les Guadoua, c'est un bambou géant, en fait de la famille déjà des bambous géants. Nous avions eu à découvrir déjà les Dendrocalamys giganteus, qui est commercialisé à longue échelle au niveau de la Chine, parce que la Chine, à la fois, il est grand importateur et grand exportateur du bambou. Mais c'est une ressource, tu vois, les communautés qui vivent à côté de ces ressources, ce sont des communautés vraiment qui vivent dans une pauvreté endémique même. Alors qu'ils sont à côté de leurs vers. Voilà. Hein, alors qu'ils sont à côté de leurs vers, qui peuvent les aider, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, à pouvoir se créer de la richesse. Donc, si nous voulons parler ici des vertus des bambous, peut-être que nous allons faire... même 4-5 émissions. Effectivement. Pour parler des vertus. Donc, tout ce que nous donnons ici, ce sont des astuces qui peuvent permettre aussi aux consciences bien animées, aux autorités, à tous ceux qui veulent, aux partenaires aussi, qui veulent appuyer, qui veulent déjà essayer d'apporter un plus dans le cadre de la promotion du bambou. Alors, pour les est-ce que dans le cadre de la politique que vous avez mise sur pied, la politique, les documents, est-ce que vous prévoyez cette sensibilisation de la population, quelqu'un qui peut conserver déjà ou planter le bambou dans sa parcelle, et comment est-ce qu'il peut en faire usage, ou bien il faut être membre peut-être de l'organisation congolaise du bambou, ou il faut aller dans une industrie qui sera créée par le gouvernement. Comment c'est organisé pour que même ceux qui ont déjà les bambous, parce que les bambous existent déjà, et qu'est-ce qui manque pour que nous puissions tirer profit de toutes ces vertus? Monsieur Gustave, si aujourd'hui l'organisation congolaise du bambou s'est bâtie ou continue à se battre pour que les pays adhèrent à à l'instrument ou disons au traité INBAR, c'est aussi une des questions qui nous pousse parce qu'ils ont un programme qu'ils appellent déjà GABAR jusqu'en 2030. C'est un problème d'évaluation. En fait, c'est un programme pour pouvoir évaluer les ressources du bambou qui regorge les pays membres. Dans notre pays, nous avons un sérieux problème parce que nous n'avons pas vraiment une documentation des recherches bien ficelées par rapport aux ressources des bambous en République démocratique du Congo. Et quand nous avions eu à élaborer ces documents de politique, nous avions vraiment retenu un pilier qui était plus important, c'est les piliers recherche, études et IEC. Donc, IEC, bon, vous êtes déjà journaliste, donc information, éducation et communication. Voilà, donc nous avions vraiment voulu à ce que ces volets-là soient vraiment l'un des volets pivots, quoi. Donc, je dirais, parce que tout doit passer au niveau de la recherche, mais aussi de la communication. Aujourd'hui, il y a ceux qui nous suivent présentement, et d'autres qui n'ont pas cette possibilité de nous suivre, parce qu'ils sont dans des milieux beaucoup plus reculés. Peut-être qu'ils n'ont même pas accès à la télévision, comme d'autres en ont. Donc, nous avions estimé, nous avions jugé bon de mettre vraiment un paquet sur la communication, pour faire en sorte que ce que nous avons comme ressources ici puisse être connu par les communautés qui vivent dans les fins fonds. C'est un peu comme les diamants ou l'or. L'or était ici en RDC, ça fait depuis que le monde était le monde. Mais je pense avec les explorateurs, c'est là que les gens ont connu. L'or, c'est une ressource précieuse, n'est-ce pas, qui peut changer la vie d'une personne. Et aujourd'hui, si avec le même élan, les gens étaient informés que non, voilà les bambous qui vous entourent, les bambous avec lesquels vous vivez, que vous considérez comme l'arbre, n'est-ce pas, du pauvre, aujourd'hui, nous vous informons que c'est l'or vert qui peut essayer, n'est-ce pas, d'apporter un plus, n'est-ce pas, sur votre condition socio-économique dans votre vie et pour le bien de votre ménage. Je pense que c'est à partir de ces moments que nous pourrions peut-être voir les retombées du bambou. Mais pour le moment, dans la politique nationale bambou, nous avions fait en sorte que ces piliers vraiment soient prioritaires pour faire en sorte que les études soient faites, les recherches soient réalisées, mais aussi la cartographie. La communication soit assurée. Effectivement, la cartographie, nous devons savoir quels sont les espaces de bambou, disons des bambousseries, donc les forêts de bambou, que nous regorgeons, pour essayer peut-être de pouvoir, n'est-ce pas, faire des scénarios, essayer de savoir quelle est la quantité de dioxyde de carbone que ces forêts de bambou peuvent
n'est-ce pas, séquestrés, parce qu'à la fois, il y aura aussi des revenus économiques qui pourront revenir au niveau des communautés. Donc voilà la logique dans laquelle on s'inscrit. Ça signifie que le travail de cartographie, vous ne l'avez pas encore réalisé. Il faut que ça soit financé. Effectivement, j'ai dit que le secteur bambou n'a pas jusque-là essayé de financement, tout ça. Alors que je dirais avoir les vertus... Je dirais même que même avec l'organisation congolaise du bambou, c'est avec ses fonds propres. C'est avec ses fonds propres que nous essayons peut-être de faire même des voyages de recherche, parfois gratuitement, faire des émissions et essayer de se rapprocher des personnes qui peuvent nous aider, mais aucun rond dans ce processus que nous avions mené depuis 2018. Mais nous osons croire que cette fois-ci, c'est la bonne, avec déjà la correspondance du Premier ministre. Ça va quand même booster. On sent donc. Alors, récemment, nous avons vu une délégation de l'UNBAR qui était au ministère de l'Environnement. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Quel était l'objectif de sa démarche? Oui, cette mission, j'ai eu le plaisir de participer à sa préparation. Il s'agit de M. René Kam qui était ici à Kinshasa au mois de juillet. Il est venu participer à l'endossement par le gouvernement du document de politique nationale bambou. Alors du coup, nous avions jugé bon qu'il s'approche un peu plus du ministère de la vice-primature, donc le ministère de l'Environnement et du Développement durable, pour essayer de discuter avec son Excellence, Madame le ministre de l'Environnement, son Excellence F. Bazaïba, par rapport aux avantages qu'un pays peut tirer en adhérant à l'Organisation internationale du bambou et des rotans. Donc, c'est de cette manière qu'il est venu. Il avait assisté à la fois à l'endossement des documents de politique nationale bambou et après, il a été reçu en audience au niveau du cabinet ministériel, donc chez F. Bazaïba, avec qui ils ont discuté du processus, du traité et les avantages que les pays pouvaient, n'est-ce pas, tirer comme profit quand il pourra adhérer. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a urgence d'adhérer à l'UNBAR? Il y a urgence extrême. Il y a urgence extrême parce que nous faisons face à un défi climatique. Nous faisons face à un défi climatique. Pas un défi, des défis. Je dirais même des défis climatiques. Des défis, oui. Des défis climatiques. Ouais. Où nous allons de réchauffement en réchauffement. Aujourd'hui, je pense que toutes les organisations se penchent pour essayer de chercher des moyens, n'est-ce pas, chercher des moyens pour faire en sorte que, quand même, on ne puisse pas dépasser les niveaux de 1,5 degrés Celsius qui était décidé lors de la COP 21 de Paris. Donc, il y a urgence parce qu'à la fois, ça va nous aider à préserver nos forêts, ça va nous aider à créer de la richesse pour les communautés, ça va nous aider à promouvoir les bambous, à protéger les sols, ainsi de suite. Lutter contre... Donc, il y a autant. Il y a autant de défis que le bambou aide à relever. Ouais. Et alors, quelle est la suite après cet entretien avec la vice-premier ministre de l'Environnement? Je m'attendais à cette question parce que je pense que c'est la question la plus pertinente de ces moments. Donc déjà, au mois de juin, nous avions saisi, l'Organisation congolaise du bambou avait encore une fois de plus saisi les ministres de l'Environnement parce que ça fait des années qu'on a fait des écrits, qu'on a fait des correspondances, qu'on a sollicité vraiment cette adhésion, mais on n'avait jamais reçu une lettre favorable par rapport à ça. Et du coup, il n'y a pas de cela 3 semaines, le Premier ministre lui-même, chef du gouvernement, avait intercepté cette lettre que nous avions écrite au ministère de l'Environnement, dont copie lui était réservée, et à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et du coup, le Premier ministre, j'estime qu'il a eu le temps, n'est-ce pas, de passer en revue la documentation que nous avions pu envoyer. Parce qu'il y avait cette lettre, n'est-ce pas, sollicitant l'adhésion de la RDC, il y avait les processus à suivre, il y avait tous les instruments, n'est-ce pas, de ratification et d'adhésion, mais aussi les traités en soi qui décrit les avantages qu'un pays doit tirer. Et du coup, cela a permis au Premier ministre d'écrire officiellement à la vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable, dont copie nous a été réservée à l'Organisation congolaise du bambou, où il a fait mention, n'est-ce pas, de ce que nous avions évoqué dans notre lettre
Et donc, il a donné son avis favorable en instruisant la vice-première ministre de prendre, n'est-ce pas, toutes les mesures qui s'imposent pour que les pays adhèrent effectivement à l'organisation congolaise, disons à l'organisation internationale du bambou et des rotans. Et moi, séance tenante, nous étions approchés par les cabinets de son Excellence, Madame le vice-ministre. Ouais. Ils nous ont invités, voilà même notre... Pour pouvoir préparer les dossiers. Pour essayer de préparer. Donc, avec eux, nous sommes passés en revue de tous les processus, les traités. Ça nous a permis de faire toute la documentation et de rédiger une lettre parce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui est censé solliciter maintenant l'adhésion de la RDC. Donc, on a fait tout et au moment où je vous parle, je vous dis que le ministère de l'Environnement a expédié, a envoyé toute la documentation avec toutes les supports étrangers pour que les actions soient... On peut comprendre qu'il y a déjà la volonté politique de mieux faire, parce que j'ai lu les représentants de la FAO qui disaient en 2017 déjà que la promotion de la culture du bambou n'est qu'une question de volonté, parce que l'idée, les terres, la plante, la loi et un marché énorme sont déjà en place. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe déjà, on peut dire qu'il y a la volonté politique de pouvoir faire la promotion, la valorisation du bambou? Moi, personnellement, je me réjouis. Parce qu'avec ce processus que j'ai amené, il y a au moins 3 gouvernements qui sont passés avant. Et tous ces 3 gouvernements ont été saisis. Donc nous avons des correspondances, ils ont toutes été saisis. Et ils n'ont rien fait. Bon, si on dit au moins le gouvernement de Warrior si on dit fait quelque chose. Si on dit rien fait, je pense que ce n'est même pas fort. Donc, même un accusé de réception, voilà, nous avions accusé votre lettre, mais on a été combatif. Et du coup, je dois quand même saluer, je dois saluer la volonté, l'ouverture politique du gouvernement Sama. Le gouvernement de Warrior. De Warrior, voilà, parce que je trouve... Et le bambou vraiment a trouvé un warrior qui s'est dit non, je vois que vous avez déjà beaucoup trop souffert, je dois faire déjà votre promotion. Voilà. En tout cas, laisse-moi remercier au nom de l'Organisation congolaise du bambou, le gouvernement qui a pris vraiment l'engagement d'aller de l'avant et de faire en sorte que l'adhésion de la RDC à une barre soit effective. Donc, à partir du moment qu'on a déjà envoyé cette correspondance, cela démontre qu'il y a déjà cette volonté politique, il y a cette ouverture politique, parce que nous étions contents. Parce que ce n'est pas le directeur des cabinets du Premier ministre qui avait signé la lettre. Non, c'est lui-même qui a signé la lettre. Le premier warrior. Le premier warrior, donc les warriors des warriors. Le président des warriors, si je peux me permettre de le dire. Donc il a fait pour nous, c'est une grande fierté. Pour nous, vraiment, nous n'avons qu'encourager les gouvernements et d'aller de l'avant. Parce que je sais, il y a plusieurs organisations qui déposent des correspondances très, très importantes au niveau des cabinets ministériels, mais parfois, on ne voit pas vraiment des... Voilà, parce que l'émission touche déjà à sa fin. Dites-nous, quels sont les avantages que la RDC peut tirer une fois adhérée à l'UNBAR? Déjà, il y a tout ce qui est le renforcement des capacités, pas seulement pour les artisans, mais aussi pour les membres du gouvernement. Nous avons les voyages de recherche, nous avons les investissements qui vont venir pour essayer d'accompagner les communautés, n'est-ce pas, à tirer profit, n'est-ce pas, des ressources et des bambous. Et aussi, dans le cadre déjà du partenariat Sud-Sud, il y a tous ces avantages que le pays pourra tirer en adhérant justement à cet instrument qui est une barre. Donc, il y a vraiment plusieurs opportunités. Ça va nous aider aussi à évaluer nos ressources que nous avons. Et ça va peut-être essayer de voir, de quantifier, disons, les carbones qui sont séquestrés par les forêts du bambou, et pour aller au marché international et demander des compensations financières. Donc on peut comprendre qu'il y a intérêt pour la RDC de pouvoir adhérer à l'UNBAR, à cette organisation internationale. Déjà dans la lettre du Premier ministre lui-même avait dit qu'il a pris acte des intérêts que le pays pourra tirer en adhérant aux réseaux internationaux du bambou et des rotans. Donc il y a intérêt, donc ça sera bénéfique pour la RDC d'aller de l'avant. Dans tout ça, quelle est la part de l'Organisation congolaise du bambou? L'Organisation congolaise du bambou sera fière d'avoir mené un plaidoyer parce que c'est une organisation comme toutes les organisations de la société civile, dans le cadre de l'environnement. Ça va nous donner un espace maintenant de pouvoir être maintenant sur le terrain, maintenant montrer nos biceps,
hein, n'est-ce pas, par rapport à la promotion, la valorisation du bambou, parce que déjà, dès qu'un pays adhère, il y a déjà des opportunités qui vont venir. Et nous avons déjà cette expertise. Cette expertise pourra, n'est-ce pas, être mise en contribution pour faire en sorte que les bambous soient réellement un instrument de développement. Et donc, l'organisation congolaise du bambou se réjouira de voir que non, voilà le processus d'abord qu'il a mené a été abouti et que les avantages qui vont venir par la suite seront aussi... n'est-ce pas, peut-être revendiqué par l'organisation congolaise du bambou. Alors, on dit qu'avec le bambou, on peut aider à développer les milieux ruraux et périurbains. De quelle manière? Un peu rapidement parce qu'on a fini. Moi, déjà, par rapport à ça, nous avons un problème climatique, par exemple. Aujourd'hui, nous avons le problème déjà de déforestation. Or, les bambous peuvent déjà générer même les sols les plus pauvres. Aujourd'hui, dans les milieux, par exemple, périurbains, disons, et ruraux, vous verrez qu'il y a, par exemple, déjà un problème de la fertilité des sols. Mais déjà, avec les bambous, il y a lieu de pouvoir restaurer ces sols-là et progressivement, peut-être dans quelques années, pour faire en sorte que ces terres qui ont été restaurées puissent être utilisées dans le cadre déjà des activités agricoles. Et cela, ça pourra lutter contre l'insécurité. La fertilité. Voilà. Pour ceux qui veulent se lancer avec vous dans ce combat pour pouvoir relever le défi de conservation, d'exploitation de bambou, les ONG, les privés, les entreprises, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Nous avions dit que l'organisation congolaise du bambou... Il faut attendre quand la RDC va adhérer qu'il faut... Nous avions dit que l'organisation congolaise du bambou, c'est une ASBL comme les autres. Et nous avons déjà fait des expérimentations avec certaines organisations qui viennent et qui veulent travailler avec nous en synergie. Donc l'idée, la technicité est là. Ceux qui veulent savoir plus, ils n'ont qu'à nous contacter. Ceux qui veulent travailler en consortium avec nous, ils n'ont qu'à nous contacter. Ceux qui veulent vraiment en savoir beaucoup plus, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des documents qui vont nous aider, des documents stratégiques, capables de nous aider, d'évoluer dans le cadre déjà de la promotion du bambou. Les portes de l'OCB sont grandement ouvertes. Et on pourra, donc, on est vraiment tout à fait d'accord. Parce que moi, je pense qu'il faut une certaine mutualisation des forces, d'intelligence, des idées. Donc, il faut être ensemble pour que ça puisse avoir l'ampleur nationale. Et lorsque les gouvernements adhèrent et qu'il y a des opportunités d'apporter la nouvelle technologie, d'apporter des nouvelles techniques aux paysans, aux organisations pour valoriser la culture du bambou, je crois que ça sera une bonne chose. Si on laisse toute la charge à l'OCB seul, peut-être que le combat sera difficile à vaincre, à remporter. C'est ça la mutualisation des efforts que vous venez de le dire. Donc l'OCB n'a pas aussi, n'est-ce pas, évolué en tant que tel, vraiment qui fait déjà des choses en vase clos. Par contre, nous sommes dans un groupe qu'on appelle le groupe de travail Climat RED rénové et dans la société civile environnementale. Donc à un certain moment, on fait aussi en sorte que nous puissions promouvoir vraiment l'approche consortium, travailler ensemble pour des résultats probants. Déjà, au niveau du Nord Kivu, nous avons déjà un partenaire local, la Fondation Nature et Humanité, FNH, qui est aussi active dans le Nord Kivu. On est en train de voir avec eux comment on peut faire un large projet de protection des abords de la route, n'est-ce pas, pour essayer vraiment la dégradation des routes. Donc on s'est dit on peut déjà protéger les abords de la route avec le bambou. Voilà. Donc il y a déjà cette synergie qui est là et toutes les organisations disposées à travailler en consortium avec nous dans le cadre de la promotion du bambou sont les bienvenues. Merci beaucoup, Monsieur Franck Iragui. Je comprends que vous êtes bambou. Vous maîtrisez tout ce qu'il y a comme bambou et c'est très bien, très important. Je crois que l'émission est finie. Et nous avons été bien écoutés dans les salons, dans les cabinets, ceux qui sont concernés à l'environnement, à la primature, à la présidence et dans d'autres ministères sectoriels qui peuvent, comme le développement rural, comme l'agriculture. Je crois que le message est passé et on doit prendre des choses avec toute la valeur. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, c'est fini.
pour le grand défi de ce jour. Merci de l'avoir suivi et la suite au prochain numéro. Merci.